13h30, retour de l'actualité sur BFM TV à la une. Jean Castex évoquait une légère amélioration sur le front du Covid-19 ces derniers jours. Et pour la première fois, les autorités évoquent maintenant une baisse de la tension hospitalière et en réanimation. Est-ce pour autant le début d'une baisse des contaminations? Pas si évident. De son côté, l'Agence européenne des médicaments mise sur une distribution du vaccin en janvier. Ses premiers effets sur la propagation du virus seront visibles dans 5 à 6 mois, essentiellement l'été prochain, estime le directeur de l'agence. Certains catholiques dans la rue ce dimanche encore. Des dizaines de rassemblements ont eu lieu dans toute la France pour réclamer la réouverture des églises. Elles sont fermées à cause du confinement. Ces manifestants qui demandent que des messes soient de nouveau célébrées. Et puis Donald Trump va-t-il reconnaître sa défaite? Il semble en tout cas faire un premier pas. Il a fait un premier pas dans un tweet ce matin utilisant le verbe gagner en parlant de Joe Biden. Puis il a rétro-pédalé. On en parlera avec notre correspondante à Washington, Pauline Simonet. Peut-être le début d'un espoir dans la lutte contre le Covid-19. Pour la première fois, en tout cas depuis octobre, le gouvernement fait état, regardez, d'une baisse du solde, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties dans les hôpitaux, moins 208 en 24 heures. Même tendance dans les services de réanimation, moins 32 en 24 heures. Sur cette même période, ce sont néanmoins 359 personnes qui sont décédées. Nous sommes en direct avec notre invité Philippe Amouyel. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille, directeur de la Fondation Alzheimer, signataire d'une tribune dans le journal du dimanche. D'abord, expliquez-nous ce qu'est cette tribune. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Quel est l'objectif de cette tribune aujourd'hui? Alors ce qu'on voit aujourd'hui, et vous venez de le dire parfaitement, c'est une stabilisation et on espère après un ralentissement de la propagation du virus. Donc il faut voir que si on projette ça, on arrive à ce qu'a proposé le gouvernement, probablement en première ou deuxième semaine de décembre, avec des chiffres qui vont atteindre probablement de l'ordre de 10 000 contaminations journalières, avec un objectif qui a été fixé par le président de la République à 5 000 contaminations journalières. Donc la particularité, c'est que maintenant, il va falloir essayer de maintenir et de contenir le virus dans une période où on va avoir, bien sûr, les fêtes de Noël. Alors, ce ne sera pas le même Noël que d'habitude, mais ce sera quand même un Noël et une reprogression des échanges et des contacts. Donc, la proposition qui est faite avec mes collègues dans cette tribune, c'est justement, dès à présent, de préparer la sortie de confinement, qui va se dérouler d'ici un mois à peu près probablement, ou la réduction de la pression du confinement, pour éviter qu'en janvier et février, on se retrouve dans les mêmes circonstances qu'on a actuellement, c'est-à-dire une troisième vague épidémique. Alors avec vos co-signataires de cette tribune, Luc Daucher et Emmanuel Hirsch, vous proposez parmi les pistes de cette stratégie, notamment une campagne de dépistage massif pour identifier les personnes asymptomatiques. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné selon vous jusqu'à présent dans ce domaine ? Alors, la campagne est un élément important, mais il faut voir qu'il y a 4 éléments dans cette tribune. La première, et ça je pense que c'est un des éléments qui ne fonctionne pas bien depuis le début et dont il va falloir prendre en compte, surtout avec l'arrivée du vaccin, c'est la participation des citoyens à cette stratégie. Pour que la vaccination marche, il va falloir convaincre les citoyens de son intérêt. Pour que le déconfinement marche, il faut que les citoyens français comprennent pourquoi on met en place un certain nombre de mesures, certaines restrictives, certaines moins restrictives, pourquoi on ouvre certaines activités, pourquoi on maintient d'autres fermées. Donc c'est vraiment cet élément qui est important à être mis en place. Ensuite, il va falloir écraser complètement la progression du virus. Ce qui fait progresser le virus une fois qu'on aura abaissé cette activité importante qu'on observe actuellement, c'est le nombre des asymptomatiques. C'est le nombre des asymptomatiques qui se retrouvent dans la population et qu'on ne peut pas détecter. L'idée, c'est donc de faire un dépistage national massif en 48 heures, 72 heures, pour essayer de les identifier et surtout de les isoler très strictement. Et enfin, c'est de mettre en place des systèmes d'alerte à base de signaux faibles, comme le fait le système Aubépine, c'est-à-dire aller mesurer, par exemple, la quantité de virus dans les eaux usées très régulièrement. C'est effectivement toutes ces propositions. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu, qu'il y aura des actes et qu'il pourra y avoir des leçons tirées en quelque sorte des précédents mois? Alors, ma fonction est réellement une fonction de scientifique, de médecin et d'homme de santé publique, c'est-à-dire de voir ce qui paraît par rapport aux connaissances que l'on a actuellement, les meilleurs outils qui permettraient justement de maintenir le virus sous pression, d'éviter une deuxième vague et de faire en sorte qu'on prépare le terrain pour une vaccination qui sera la voie de sortie de cette épidémie.
Qu'attendez-vous de cette tribune? Est-ce qu'il y a des réponses qui sont déjà en cours d'élaboration? Est-ce que vous attendez un signe de l'exécutif pour travailler main dans la main avec vous à ce développement? Je pense que la décision par rapport aux mesures qui doivent être prises relève uniquement des politiques et de l'exécutif. C'est eux qui ont la tâche. Ils ont une palette de choix et d'outils. Vous entendez parler de ce qu'on appelle le backward tracing. On vous entendez également du développement des tests antigéniques, mais distribués auprès de médecins et dans le public. Donc il existe différentes méthodes. Ce qu'on a aligné ici, c'est 3 méthodes dont on sait qu'une potentiellement qui est expérimentale peut marcher, c'est-à-dire l'étude des signaux faibles dans les eaux usées. Mais je pense aussi qu'il y a une chose qu'on n'a pas assez mise en place, et ce serait peut-être la principale, c'est justement la participation des citoyens pour que toutes ces mesures soient acceptées et du coup bien mieux suivies. Merci beaucoup Philippe Amouyel d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille. On parle à présent du vaccin, alors que le vaccin Pfizer s'annonce prometteur. L'Agence européenne des médicaments mise sur une distribution du vaccin en janvier. Ses premiers effets sur la propagation du virus seront visibles dans 5 à 6 mois, essentiellement l'été prochain. C'est ce qu'estime le directeur de l'agence. Et Marine Le Pen a réagi aujourd'hui à un propos de ce vaccin sur BFM TV. Fanny. Oui, invité de BFM Politique à la mi-journée. Concernant ce vaccin, elle estime que les citoyens sont libres. C'est ce qu'a affirmé la présidente du Rassemblement national qu'on écoute. Moi, je dirais à nos concitoyens qu'ils sont des citoyens libres. Et que par conséquent, c'est à eux, en leur fort intérieur, de décider s'ils souhaitent se vacciner ou s'ils ne souhaitent pas se vacciner. Je vais d'abord attendre de voir ce qu'il en est de ce vaccin. Moi, en ce qui me concerne, je me vaccinerai, mais je ne forcerai personne à se vacciner. Voilà, parce que je considère qu'on est en liberté. Plusieurs manifestations de catholiques ont lieu aujourd'hui encore sous l'interdiction contre l'interdiction des cérémonies religieuses à cause du contexte sanitaire. À Paris, le rassemblement prévu à 17h devant l'église Saint-Sulpice est interdit par la préfecture de police. Mais à Bordeaux, Rennes, Lyon, Nantes ou encore Valence, des manifestations se sont tenues. Vous le voyez, certains responsables religieux comme l'évêque de Valence appellent les protestataires à la patience. Une soirée clandestine qui a viré en un possible foyer de contamination. C'est ce qui s'est passé avec ces plus de 300 personnes placées dans un pavillon sans geste barrière, et ce malgré le confinement, et dont une des personnes était positive au virus. C'était vendredi soir à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne. 2 personnes sont actuellement en garde à vue. Il s'agit du propriétaire du loft et de l'organisateur de la soirée. Reportage sur cette bombe sanitaire à retardement de Damagassa, Quentin Trigodet avec David Dunal. Sur cette vidéo amateur, de la musique et des dizaines de personnes en train de danser. Dans la nuit de vendredi à samedi, cette villa a été le terrain de jeu de plusieurs centaines de fêtards. Dans cette fête clandestine, aucun geste barrière n'est respecté. Sur des vidéos amateurs, on voit plusieurs personnes dans un lieu clos, sans masque ni distanciation physique. Cette soirée irrégulière intervient en pleine période de confinement et une personne positive au Covid-19 participait à la fête selon la préfecture de police. Dans un communiqué, les autorités invitent tous les autres participants à se faire dépister. L'événement pourrait devenir un important foyer de contamination. C'est typiquement dans ce genre de lieu où il n'y a pas le masque, où on est confiné, où les gens chantent, dansent et postillonnent à tout va, qu'on se contamine. Donc effectivement, c'est irresponsable. D'où l'impératif pour les autorités de retrouver au plus vite les participants. Il faut absolument repérer tous les gens qui étaient à cette fête, les tester, regarder, voir quels ont été leurs contacts, en particulier la personne qui était positive. C'est très important parce qu'il faut vraiment couper absolument cette chaîne de contamination. Selon le maire de la ville, ce n'est pas la première fois que cette villa accueille une soirée de ce type sans respect des gestes sanitaires. La municipalité annonce qu'elle portera plainte ce lundi. Dans l'actualité également de ce dimanche, on a appris que le parquet de Vienne en Isère a annoncé l'ouverture d'une enquête pour menaces de mort par écrit et harcèlement électronique. Cela fait suite aux réactions suscitées par une nouvelle vidéo polémique sur l'islam postée sur les réseaux sociaux par l'adolescente iséroise Mila, qui avait déjà été inquiétée en janvier pour une publication similaire. Selon la magistrate, une fois identifiés, les auteurs de ces menaces seront poursuivis en justice. Ils encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'actualité à l'étranger aux États-Unis, Donald Trump va-t-il reconnaître sa défaite? On va retrouver notre correspondante à Washington, Pauline Simonet. Pauline, Donald Trump a multiplié les tweets ces dernières heures. Joe Biden a gagné car l'élection était truquée, a-t-il indiqué, avant de rétro-pédaler.
Oui, effectivement, on a eu un réveil très agité ici à Washington, effectivement, avec tout d'abord ce premier tweet qui a provoqué une pluie de réactions, puisque Donald Trump écrivait ces deux fameux mots « He won », il a gagné pour la première fois depuis l'annonce des résultats il y a plus d'une semaine. Alors même si dans la suite il a multiplié les accusations de fraude, c'est effectivement la première fois qu'il semblait être en passe de concéder sa défaite. Mais non, une heure plus tard, Donald Trump est très clair, il rectifie. Pas du tout, je ne concède rien. La route est encore longue, l'élection a été truquée. Et puis, un dernier tweet, nous allons gagner. Donc effectivement, le président qui rétropédale, pas question. Il y a dû avoir une pluie de réactions et de messages du côté de la Maison-Blanche. Mais il a du mal à montrer, à prouver cette détermination parce que les mauvaises nouvelles s'accumulent dans le camp de Donald Trump. Mais en tous les cas, il ne semble pas prêt encore pour l'instant à concéder cette défaite. Alors Pauline, quelle va être la suite des événements ? Alors écoutez, il y a quelques dates clés qu'on va regarder, puisque entre le 20 et le 30 novembre, tous les États vont certifier leurs résultats. Donc une fois que ce sera fait, ça va vraiment devenir de plus en plus compliqué pour Donald Trump de continuer à contester, d'autant plus que de toute façon, il y a une autre date butoir, c'est le 8 décembre. 8 décembre, tous les recours en justice devront être réglés, et donc au-delà de cette date, il ne pourra plus continuer à faire de recours, d'autant plus que pour l'instant, il est en train de les perdre les uns après les autres. Donc voilà, on ne sait pas si Donald Trump finira par reconnaître ou non cette défaite, mais le temps presse petit à petit dans le camp du président et on a du mal à voir combien de temps il pourra continuer avec cette attitude qui est de plus en plus ambiguë avec les lapsus qui se multiplient. Merci beaucoup Pauline Simonet, correspondante de BFM TV à Washington. On parlera dans un instant de ces derniers tweets de Donald Trump avec notre consultant aux États-Unis François Durper. On reviendra aussi sur la situation de l'épidémie de Covid en France avec ces signaux. A-t-on passé le seuil et le pic de cette épidémie? On tentera d'y répondre dans quelques instants. À tout de suite. Inédit BFM TV, la première série documentaire sur l'affaire Daval. Il est manipulateur, il est caméléon. 2 soirées, 4 épisodes, 4 personnages. Je m'appelle Jean-Pierre Fouillot. J'ai vécu avec le meurtrier de ma fille 3 mois, sans le savoir. Daval, la série. Demain et mardi, 21h sur BFM TV. Professionnels ou particuliers, nous partageons la même envie de construire depuis près de 40 ans. Dans les bons ou les mauvais moments, nous avançons main dans la main pour bâtir l'avenir ensemble. Big Mat, dans tout projet, l'humain aussi ça compte. Pour les entreprises qui continuent de recruter, les jeunes diplômés qui cherchent un premier emploi et les cadres qui pensent à leur évolution professionnelle, l'APEC est là. Plus que jamais mobilisé à vos côtés, à distance et dans les centres APEC. Rendez-vous sur apec.fr. APEC, nous rencontrer, c'est avancer. Les allergènes et particules microscopiques peuvent s'accumuler à l'intérieur de votre maison. C'est pourquoi les purificateurs d'air Dyson capturent automatiquement 99,95% des polluants de votre air. Et nos aspirateurs sans fil génèrent une aspiration puissante pour les éliminer de vos sols et surfaces, les capturant à l'intérieur d'un système de filtration étanche à 6 couches, pour vous permettre de garder votre maison plus propre. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Offre disponible sur Dyson.fr. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, 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 y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon, je suis si fière de toi. Depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui plus encore, nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation. Avec votre soutien, nous continuerons encore longtemps. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. Là, là, là aussi. Encore là, 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 et puis là. Ce n'est pas une impression. Vous avez bien vu cette voiture partout. C'est normal. Renault Zoé est leader de l'électrique en France et en Europe. Renault continue d'assurer votre mobilité. Et pour bénéficier du bonus écologique 2020 de 7 000 €, rendez-vous sur Renault.fr. Let me get your attention, please. We gotta break it on down like we did in 93. The party's jumping and I'm feeling super lucky. And it's funny cause I'm always trying to make some green. Party tonight, ladies and gentlemen.
Vivez encore plus intensément avec la nouvelle Seat Ateca, disponible sans engagement. Moins d'additifs, sans colorant artificiel. Pour mieux manger en se posant moins de questions, nous avons changé notre recette. À son prix. Et pourquoi des céréales, ça s'appelle des céréales? Intermarché, tous unis contre la vie chère. T'es venu seul, comme on s'est dit? Tu me prends pour qui? Tant mieux, parce qu'eux, ils peuvent tout voir sur leur nouveau téléviseur TCL. Téléviseur TCL, des couleurs QLED avec le contraste mini LED. TCL. Quand les températures descendent, il est important de bien s'équiper avec manomano.fr. Nous avons des appareils pour faire du chaud avec de l'électricité. Mieux, nous avons aussi des appareils pour faire du chaud avec de l'eau. Et même des appareils avec du vrai feu dedans. Parce qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est quand même très chaud le feu. Mano Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. She takes the sidewalk you walk on and just like a catwalk you walk on. These streets are calling her name. Nouvelle Toyota Yaris hybride made in France. Profitez de 6 mois sans engagement à partir de 199 € par mois. Pendant le confinement, nos équipes ont mis en place tous les services nécessaires pour vous accompagner, comme la vente à distance et le click and collect. Venez les découvrir sur toyota.fr. – 16h47, on revient sur cette actualité américaine après l'élection présidentielle. Joe Biden a gagné. Oui, mais dans une série de récents tweets, Donald Trump semble évoquer une victoire de son adversaire, on y croit en tout cas, avant qu'il continue par contester la légalité des votes. François Durper, consultant États-Unis BFM TV, on est un peu perdu, il faut bien le dire, dans toutes ces tweets à répétition de Donald Trump. C'est normal d'être perdu face à des tweets parce que logiquement, Twitter n'est pas prévu pour la communication politique. On communique une fois qu'on a une décision, qu'on a pris une décision, c'est comme ça que ça se passait à la Maison-Blanche jusqu'à maintenant. On opposait les points de vue et puis il y avait un communiqué de presse où il y avait une conférence de presse. Là, on suit les circonvolutions psychologiques de Donald Trump. Et il l'avait dit il y a quelques semaines, Donald Trump, ça sera très dur pour moi de reconnaître la défaite parce que pour lui, c'est pas j'ai perdu, c'est je suis un perdant. Et ça, c'est très dur pour lui. Alors, il y a plusieurs tweets, effectivement. Il y en a un qu'on ne comprend pas bien. Il faut que vous nous expliquiez, François, où il évoque le nom d'une société Dominion, société privée. De quoi s'agit-il? Alors, sur le tweet qu'on va voir, effectivement, c'est le tweet d'avant. C'est celui où il reconnaît sa défaite, puisqu'il dit il a gagné, Joe Biden a gagné. Donc là, on s'était dit, il reconnaît quelque chose. Après, on verra que non, 1 heure plus tard, il disait je n'ai pas perdu. Il a gagné parce que l'élection était truquée et il parle d'une société Dominion, une société privée de la gauche radicale, dit-il. Alors ça, c'est effectivement une société de logiciel électoral. Ça permet de compter les voix, tout simplement. Pourquoi il dit que c'est la gauche? Parce que le PDG, c'est un ancien partenaire d'affaires de Nancy Pelosi, qui est la présidente de la Chambre, effectivement, démocrate. Alors, sauf que, en fait, dans les collaborateurs, il y a aussi des gens qui ont travaillé avec, par exemple, Dick Cheney. Donc, c'est vraiment transpartisan. Mais c'est en quelque sorte une de ces dernières tentatives pour dire toute cette élection, elle est vraiment truquée. Le coup d'après, ça sera peut-être d'aller chercher du côté des législatures d'État et de ces fameux grands électeurs. Vous savez que les législatures d'État peuvent choisir les grands électeurs et aller contre le vote populaire, mais ça sera quand même très très difficile. Il y a un écart, on le rappelle, de plus de 4 millions de voix entre les deux. Merci François Durper. Allez, on parle santé tout de suite. Prenez soin de vous.